On est bon? Ok, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un dont j'entends parler déjà depuis plus de 3 ans, Mathieu. Mathieu, comment ça va? Très bien, merci. Super. Merci de l'accueil. Hein. Bah écoute, avec grand plaisir. Moi, je suis honoré parce que, ça, comme je te l'ai dit, ça fait un moment que j'entends parler de toi. Et je me dis, on s'est jamais vu, on n'a jamais discuté ensemble, donc franchement, ça fait plaisir. Une brève présentation peut-être? Oui, donc moi je suis Mathieu, je viens donc juste d'avoir 40 ans. Je suis auteur de la programmation Scope Athlète, donc sur Internet, une programmation axée CrossFit, mais préparation physique générale. Et je suis accessoirement sportif et coach de CrossFit en salle. Ok, ben écoute, 40 ans, ben ça va, c'est jeune. Hein. Ça fait combien de temps que tu as commencé le CrossFit? Le CrossFit, j'ai commencé ça en 2011. 2011, ça arrivait en Belgique en 2010 à peu près, un petit peu avant même. Donc, Ouais. Et avant ça, tu pratiquais déjà un autre sport? Alors très simple, j'ai fait 2 ans d'athlétisme loisir juste avant, sinon avant jamais rien. Ok, purée, c'est assez dingue. En fait, bon, le CrossFit ne fait qu'évoluer chaque année. Comment est-ce que tu t'es retrouvé du jour au lendemain dans le monde du CrossFit? Mais comme je t'ai dit, donc moi au début, j'ai jamais fait de sport. Quand j'étais petit, j'étais plutôt, moi j'étais celui qui était fan d'aller dans les buts de handball ou de football juste pour pas avoir à courir. Donc, alors, ce qui est cool, c'est qu'après j'ai pris goût à cette place-là. Donc, je trouve que le rôle de gardien, tous ceux qui en font, donc chapeau. Franchement, j'aime bien maintenant. Mais donc, fondamentalement, j'ai jamais rien fait de sportif dans ma jeunesse. Et vers 24, 25 ans, je me suis dit tiens, allez, je m'essaierais bien à faire quelque chose à la sortie de l'université. Et donc, je suis allé faire un entretien, une visite médicale, et le type, donc le médecin, m'a dit ok, donc c'est possible que tu aies un truc, un souffle au cœur. Donc, alors moi, panique. Parce que bon, au final, ça ne veut rien dire du tout. Donc j'ai été vraiment paniqué, parce que je me dis, qu'est-ce que c'est quoi, c'est grave, qu'est-ce que... Donc je me suis renseigné, et puis du coup, maintenant, je ne vais plus jamais voir de médecin. Comme ça, j'ai plus jamais de problème. Mais suite à ça, je me suis dit, ok, il faut que je me reprenne en main. J'étais pas fondamentalement gros, j'étais juste pas très actif. Donc D'accord. de là, je me suis mis à m'intéresser un petit peu à l'activité physique, et c'est là que j'ai acheté mon premier livre. En fait, c'est un livre de Bruce Lee, ça s'appelle Ma méthode de combat. Donc je l'ai Ouais. encore, j'ai appris plein de trucs dedans. Et de là, je commençais à faire une fois du sport par semaine, deux, trois. Et puis vers 29 ans, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire un sport en club. Ouais. Et là, je me suis mis à chercher un club ici. Donc j'étais juste à côté d'ailleurs, au RCAS, à Ah ouais. Scarbeck. Donc spécial dédicace, hein, RCAS. Et là, je commençais à m'amuser à faire du décathlon, des épreuves combinées. Et je cherchais une méthode de préparation physique. Donc, je suis allé dans une salle, juste à côté, le Beautiful Gym. Oui, je connais très bien. Donc, Très, très Michel bien. Denis, spécial dédicace aussi. C'est à Louis Bertrand, enfin là, Ah, près juste de la Louis Bertrand. voilà, Ouais, vraiment c'est ça. juste près de la place Terdel, Tascarvé, Ouais, pour ceux tout qui à fait, connaissent. tout à fait. Et là, j'ai commencé à faire de la muscu, à m'intéresser un peu plus, à chercher sur Internet. Et là, j'ai trouvé le CrossFit. Et la première réflexion qu'on a dans ces moments-là, c'est qu'est-ce que c'est ce truc d'abruti? Très clairement. Hein, Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Je me Mais ouais, rappelle non, aussi de c'est ma des mecs première qui session. gigotent dans tous les sens avec des charges lourdes. D'abord, on comprend pas. Après, ça intrigue. Et puis, au final, on peut faire un lien malgré tout avec les préparations physiques. Et de là, j'ai découvert qu'il y avait une salle qui allait ouvrir. Et donc, c'est le CrossFit Brussels. Donc, Ouais, ben c'était c'est avenue du Bourdon à à Uccle, hein. Uccle. Ouais. Donc, c'est la première salle où je suis allé. Je suis allé faire un essai là-bas. Et clairement, quand j'ai vu ça, quand je suis rentré dans la salle, c'était des barres de traction, des anneaux de gym. Et vraiment, c'était un magasin de jouets, quoi. J'étais comme un gitan au salon de la caravane. Je regardais partout et je trouvais que des jouets. Et je me suis dit, il faut que je revienne. Et donc j'ai cherché à m'inscrire, même s'il me fallait tous les jours une heure et demie de route pour y aller parce qu'il y avait les embouteillages. J'y suis allé, voilà, 4 à 5 fois par semaine pendant un an complet. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que c'était que le CrossFit. Purée, mais c'est assez incroyable. D'ailleurs, je me rappelle très bien de la première session de CrossFit. En fait, moi-même, en fait, je faisais du basket avant, donc petite taille, hein, mais malgré tout. Moi j'ai fait un petit peu de basket et ouais, je comprends ton problème. Mais ce que je me suis dit, c'est que quand j'ai fait du CrossFit pour la première fois, quand j'ai découvert ça, j'étais tellement éclaté que je me suis dit, mais en fait, je pensais faire du sport avant, ou je pensais avoir des sensations, mais quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais c'est hallucinant. C'est vraiment incroyable, en fait, les sensations que ça procure. Et c'est vrai que ça peut vite devenir une drogue, on peut vite devenir Ah bah ça, addictif ouais, à ouais. ce genre de truc, parce que ça apporte tellement de facteurs multidimensionnels, hein, quelque part. Si t'es pas bon en gym, bah, tu peux te débrouiller sur autre chose, et donc ça ne délaisse pas un membre. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, il y a un esprit de famille qui se crée dans les box de CrossFit.
Mais c'est pour ça, tu fais bien d'aborder le fait qu'on puisse être bon dans un truc et que ça permette de compenser d'éventuelles faiblesses dans d'autres. Moi, vraiment, quand j'étais jeune, donc j'ai jamais été bon en rien. J'étais le plus régulier de ma classe, moi j'étais nul en tout. Donc en sport, vraiment, je savais rien faire. Et quand je suis arrivé au CrossFit, je me suis rendu compte que ça, c'était un sport qui accueillait ces genres de personnes. Donc vraiment, tu peux être... Voilà. Non, on se moque pas, s'il vous plaît. Mais donc, c'est ça, en fait, je suis pas excellent dans un domaine, mais je me débrouille partout. Et ça, c'est très clairement le CrossFit, voilà, vraiment, ça accueille ce type d'athlète. Donc c'est pour ça que je me suis très bien retrouvé, et que j'invite vraiment les gens à ne pas se limiter à un seul cours quand ils viennent essayer, et surtout à vite comprendre qu'ils vont devenir addicts. Comme tu le dis, les débutants se disent « Oh là, au bout d'une séance, je suis déjà mal, mais t'inquiète pas, vieux, tu viendras 2, puis 3, et quand tu viendras pas 4 fois, tu te diras que tu n'auras pas assez fait. Ouais. » Et donc, effectivement, ce problème d'addiction, parce qu'on peut avoir de problème, c'est très très présent chez les débutants. Donc, c'est pour ça, moi, cet effet communautaire, il est aussi lié au fait qu'on voit tout le temps les mêmes gens, parce qu'on vient toute la semaine, on vient tout le temps, et c'est ce que j'ai retrouvé qui m'a vraiment vraiment intéressé, donc, et que j'essaie de faire perdurer en tant que coach et en tant que programmateur. Et tu as touché un point qui était intéressant parce que, tu sais, j'ai parfois été un petit peu à contre-courant du CrossFit. Il y a des choses dans le CrossFit que j'aime beaucoup. Il y a des choses qui, heureusement, le CrossFit a apporté. Vraiment, heureusement que le CrossFit est venu parce que sinon, ça n'aurait pas ressorti des sports qui étaient oubliés. Je pense à l'haltérophilie, je pense au powerlifting, je pense au kettlebell sport aussi. J'y revois, ouais. Tout à fait. Ouais. Et ça, heureusement que le CrossFit était là. Mais souvent, on dit... le but c'est d'être fort partout, c'est pas possible, mais la force réelle du CrossFit, c'est pas d'être fort partout, c'est la polyvalence. Je pense que c'est être polyvalent, la force du CrossFit. Qu'est-ce que t'en penses ? En fait, je trouve même que tu vas déjà un peu trop loin, c'est que là, tu abordes déjà le CrossFit en termes de sport, et moi, je vois plutôt ça comme mode de vie. Donc, en fait, le but du CrossFit, c'est pas d'être polyvalent ou fort, c'est d'améliorer sa qualité de vie. Oui, tout à fait. Et en fait, moi, c'est en ça que je le vois. Donc, si moi, ça m'amène à faire des compétitions et éventuellement les gagner ou faire des podiums, bah, c'est cool, mais c'est pas mon but. Moi, j'ai envie de pouvoir faire du CrossFit jusqu'à 60, 70 ans. Donc, l'idée, globalement, c'est ça. Mais quand tu dis que ça a permis de faire revenir un petit peu dans la lumière certains sports, je suis carrément d'accord, et ça amène d'autres problèmes. C'est que le CrossFit, c'est un but pédagogique d'apprendre aux gens l'haltéro. Et ils veulent apprendre l'haltéro en 30 minutes. Et ils veulent apprendre la kettlebell en 15 minutes. Et c'est pas possible. Moi, je me suis beaucoup intéressé, donc moi, je me suis formé auprès de la fédération belge des poids et haltères, donc powerlifting et haltéro. Donc je suis habilité normalement à donner des cours. La kettlebell, non, mais j'ai suivi des formations, donc c'est pour ça que c'est vraiment cool que je puisse te rencontrer, parce que je trouve la kettlebell, mais c'est beau, quoi. Et quand j'essaie de l'expliquer aux gens dans les cours de CrossFit, eux comprennent pas, puisqu'ils voient résultat. Ouais. Donc eux, le but, c'est, en CrossFit, on a assez peu de mouvements kettlebell, donc le but, c'est d'amener un truc d'entre les jambes ou du sol au-dessus de la tête. Et il y a clairement plein de choses qui ratent, hein. Donc la fonction d'ouverture de hanche, la fonction du dos, de tout, mais la position du grip, ils comprennent même pas ça. Enfin, c'est pas qu'ils le comprennent pas, c'est qu'ils le survolent. Et c'est pour ça que moi, j'accueille vraiment beaucoup d'importance à m'auto-former et à former d'autres personnes aussi qui comprennent l'importance de ça et de rencontrer des gens comme toi, par exemple. Donc c'est pour ça, si toi, un jour, tu peux venir faire des séminaires ou des formations ou des initiations à la kettlebell, mais c'est trop le plan à faire parce que les gens sont demandeurs en plus. Parce qu'une fois qu'on a des bons coachs face à soi et qui t'expliquent l'importance de bien faire et donc de ne pas chercher à devenir Matt Fraser et à faire 40 kettlebell snatch en 1 minute, et ben voilà, c'est bon, là, tu as compris. Là, tu as compris en tant que coach et en tant que membre. Ouais, bah écoute, ça me fait super plaisir, et puis ça rejoint un petit peu la fameuse phrase qui dit on n'apprend pas à courir avant d'apprendre à marcher. Mais voilà, mais moi de toute façon les séminaires ce sera avec grand plaisir, parce que j'en parlais encore avec Victor, on avait fait un petit truc, bon, force est de constater que c'était un peu difficile avec la période actuelle, moment, mais ce sera à refaire et ce sera de bonnes choses. On parlait aussi de compétition. Alors moi je t'explique comment on m'a parlé de toi au tout début. On m'a dit Mathieu Montes, tu connais? Je dis non. C'était il y a 3 ans et demi. Il me dit c'est le meilleur crossfitter belge qui puisse exister. Je dis il faut que je rencontre ce type. Et puis en fait je t'ai vu par hasard en compétition, si je dis pas de bêtises, c'était au CrossFit Belgian Throwdown en 2018. Mm-hmm. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est quand je t'ai vu face à des colosses, hein, clairement, mais c'est cette capacité à garder ton calme et à gérer ton effort de façon à ce que sur des WOD, personnellement, vu de l'extérieur, je te voyais pas premier, je te voyais pas favori, mais t'es monté sur le podium.
t'es monté sur le podium et on m'a dit, ouais, ça, c'est un gestionnaire hors pair. Comment est-ce que, déjà, quelle était la première compétition? Combien de compétitions t'as fait et comment tu as évolué à ce niveau-là? J'ai noté ça. En fait, moi, j'ai fait 57 compétitions. 57 compètes. Parce qu'au final, c'est pas... Donc, mais ouais, des phases finales, donc pas des trucs où il y avait juste des qualifs. Donc c'était 57 compétitions. Et donc j'ai fait 33 podiums et j'en ai gagné 20. Et donc ça va entre master, élite ou team. Bref, c'est pareil, on en parle souvent, mais il suffit d'être... moi, je vois ça comme de l'administratif. C'est si tu tombes sur les bonnes compétitions, au bon moment, tu as tes chances. Donc je ne suis pas le plus fort, je connais mes faiblesses, c'est ça la clé. Et c'est surtout, j'ai compris très tôt ce que c'était que le crossfit. Et le crossfit, les gens... Donc la définition du crossfit, c'est de faire des mouvements fonctionnels constamment variés et à haute intensité. Et les gens, ils retiennent juste haute intensité. Et moi, le haute intensité, j'ai très vite compris que c'était à l'intensité optimale. Ça veut dire que moi, je ne peux pas faire des efforts de 30 secondes à bloc. Par contre, des efforts de 10 minutes, maintenant, je commence à comprendre comment ça marche. Et la plupart des épreuves de crossfit, c'est des efforts de 10 minutes. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, quand j'ai un mec de 120 kg face à moi qui réussit à faire 5 répétitions super lourdes, ben moi, je sais que je pourrais en faire 15 plus légères. Et les hautes de crossfit, c'est 15 plus légères. Et c'est là que je gagne, en fait. Ok. Et la toute première compète, est-ce que tu te rappelles, c'était laquelle? Eh ben ouais, c'était une compétition, en fait, en France. Donc, ça s'appelait le RCFFC. C'est Reebok qui organisait ça. Et il y avait eu plusieurs étapes en Europe. On avait une en Angleterre qui était la semaine d'avant. Et nous, on a eu ça à Paris. Et c'était donc organisé par Reebok, mais aussi CrossFit Louvre. Donc c'est simple, c'est la plus grosse box au monde, celle qui est la plus peuplée. Et il y a eu plusieurs étapes. Une première, c'était une étape de qualification, pas en ligne, mais en fait en direct. C'était soit au salon du fitness, donc c'était à Paris quelques mois avant, ou alors tu pouvais les faire chez toi, sous l'œil d'un juge affilié à cette compète. Donc moi j'ai fait ça. Je me suis qualifié in extremis, vraiment c'était genre l'avant-dernier jour où il fallait soumettre les scores. J'en ai entendu parler, je me suis dit je veux faire ça. J'ai été qualifié, j'ai fait la demi-finale. Ça se passait au stade Jean Bouin, je pense, donc c'est un stade annexe à Paris. Et là, déjà, c'était cool, parce que le CrossFit, moi je connaissais depuis, ça faisait 6 mois. Et donc je commençais à regarder sur Internet ce qui se passait, et je voyais des Français, des Anglais, des Belges, et j'étais trop content de pouvoir les rencontrer en vrai, parce que là c'était la première fois que je rencontrais ces mecs, et ils sont forts, hein. Et franchement, j'ai donc spécial dédicace à Christophe Bénard, Yvan Gégou, Marvin Noche, enfin il y en a plein, et donc c'était là où Daniel Chaffé, le grand prêtre maintenant du CrossFit francophone, donc lui il organisait tout ça, c'était le Flowmaster en gros. Ouais. Donc cette demi-finale on l'a fait, et quelques épreuves, beaucoup d'athlètes, je crois qu'on était au moins une centaine. Et à la fin de la journée, on rentre chez nous, on n'a pas les résultats finaux. Et donc, c'est une semaine après qu'on a les résultats. Et en fait, je me rends compte que j'ai gagné la demi-finale. Et ce qui est le plus drôle, et ça, c'est mon petit tip à moi, c'est que y a pas de photo de moi, parce qu'on ne me connaît pas. Et surtout, je suis habillé comme un Romano, quoi. Je ne sais pas m'habiller. Moi, là, j'ai fait un effort, j'ai mis un jean et un pull. Mais moi, je suis habillé en Domios d'habitude. Ah ouais, ok. Donc, on se moque souvent. J'aime pas trop les gens là-bas qui se moquent. Ouais, on va leur dire de ça. Bah oui, non, moi c'est le pire. Moi c'est pire que toi. Je veux dire, si je peux rester dans un training. Moi je suis dans un pantalon Domios toute l'année. J'ai le même t-shirt blanc ou gris tout le temps. Je m'en fous. Et au contraire. D'ailleurs, si tu veux une petite info, maintenant c'est le top de la mode. Ah ouais, pour Domios. Non, en fait maintenant j'ai découvert ça. Donc à tous ceux qui pensent que je sais pas m'habiller, maintenant c'est bon, je suis au top de la frime. Ça s'appelle le normcore. C'est la contraction de normal et hardcore. Et en fait, c'est la volonté, vraiment la volonté subtile de vouloir se fondre dans la masse et de pas vouloir être remarqué. Ah tu sais, moi, pourquoi est-ce que j'aime autant le travail de coach sportif? C'est parce que tu peux être en pyjama toute l'année et on ne juge pas. Évidemment. Tu vois, donc... Et moi, quand j'arrivais sur les compètes, moi, on pouvait me prendre pour un volontaire. Ah ouais. Et pourtant j'arrivais et je gagnais. Je suis compétiteur, mais c'est ça qui est cool. Et je trouve l'histoire toujours jolie, moi. Bah ouais, mais moi je trouve ça énorme, quoi. Purée. Dommage qu'il n'y a pas de photo quelque part. Mais non, donc il y en avait. En fait, il y a une photo de groupe et en fait, je suis derrière en train de passer la tête et c'est tout, quoi. Salut, c'est moi le champion. Ça. Et donc, c'était, je crois, 3 semaines ou 1 mois après, il y avait eu la finale. Donc là, on me connaissait pas, vous connaissez pas mon visage. Et en fait, au final, j'étais quand même un des favoris. Mais bon, quand je voyais les mecs, il y avait Johan Gigor, qui en fait lui a fait plusieurs fois les régionales. Ouais. Il y avait eu plein d'autres athlètes. Et donc là encore, tout au long de la journée, j'ai réussi à faire mon petit truc. Et je finis ex aequo avec ce type, avec Johan Gigor, qui est pour moi un des plus grands crossfitters français de l'histoire. Donc vraiment, et j'étais vraiment non seulement très surpris,
D'ailleurs, on le voit sur le podium à la fin. Je dis, oh, c'est moi. Donc c'était juste si les deux mecs qui étaient sur les deuxième et troisième places, ils se tournent vers moi et c'est qui lui en fait il amène les trucs d'où ou il sort, c'est ça pourquoi il est là. Écoute, magnifique quoi. Donc voilà, j'ai gagné ça comme ça et c'était la première compète Et puis de là, tu t'es dit, ok, est-ce que tu t'es dit, après cette première compétition, ouais, j'ai quelque chose pour ce sport? ouais, je me suis dit, il y a moyen, mais j'ai pas pris la confiance parce que comme tu l'as dit, je suis arrivé au Belgian et à chaque fois que je vais sur le truc, je vois des mecs qui font 30 kilos de plus que moi. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Surtout qu'il y avait quand même un bon niveau cette année-là. Il y avait des gars qui avaient fait les régionales, hein, je pense, en 2018 et tout. Bon, là, à cette époque-là, j'étais en Masters, mais donc en catégorie élite, il y avait des très très costauds. Donc pour ça, je fais jamais le fier, mais je me rends compte qu'il y a toujours moyen de se débrouiller. Donc il y a toujours de l'espoir pour les gars un peu fluets et qui sont pas trop bêtes. Les régionales, tu les as déjà atteints? En fait, maintenant, dans ma catégorie, donc moi je suis en Masters, donc ça fait 5 ans. Donc les régionales étaient déjà difficilement accessibles. Et l'étape pour les Masters, en fait, c'est qu'il faut se qualifier dans les 200 mondiaux pour pouvoir passer à la seconde. Et là, ça fait 3 ans que je le fais de suite. Mais donc, pardon, pour aller trop vite, c'est l'Open, c'est tout le monde s'inscrit dans le monde. Donc oui, donc ça c'est sur le site CrossFit. Ouais, exactement, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a à peu près entre 300 et 500 000 inscrits par an. Okay. De là, on isole une catégorie d'âge. Donc moi, c'était entre 35-39 et cette année, c'est entre 40-44. Okay. Donc là, environ, on doit être, je sais pas, 20 000 peut-être ou 15 000. Okay. Et les autres années, il fallait terminer dans les 200 premiers de ça. Et ensuite, de ça, on faisait une compétition en ligne et on prenait les 10 meilleurs. Okay. Donc il fallait être dans les 10 meilleurs mondiaux. Et là, c'est compliqué. Donc effectivement, je ne suis pas allé aux Games non plus, mais à cause de parce qu'ils sont forts les gars quoi. C'est cool. En parlant de ça, est-ce qu'il n'y a pas eu une adaptation par rapport aux anciennes méthodes de qualification? Si, en fait, ils ont fait plusieurs changements et cette année maintenant, que ce soit pour toutes les catégories, c'est la même chose, c'est ils prennent les 10 premiers % de chaque continent ou zone géographique et de là il y a une étape suivante. Donc pour les masters, ce sera une qualification en ligne. Pour les élites, ce sera une deuxième partie de qualification en ligne et de là ils vont prendre les 30 ou 60 meilleurs de cette qualif pour les envoyer dans des compétitions officielles en live. Donc il y en a 2 en Europe, ce sera à Berlin et le Lowland Throwdown. De là, ils vont prendre les 5 meilleurs. Lowland qui est quand même très réputé à ce niveau-là. Ouais, genre, je l'ai fait, je sais pas, 3 ou 4 fois, 4 ou 5 fois, et non, il y a un solide niveau. Quoi. Ouais, c'est cool. Ouais. On va parler un petit peu de scope, parce que tu es programmateur. Oui. Quand est-ce que ça a été créé et d'où l'idée t'est venue? Le scope, je l'ai créé en 2017. Ouais. Et donc, j'ai commencé le CrossFit en 2011. Et comme tout pratiquant qui devient un peu plus confirmé, c'est au bout d'1 an, les cours collectifs ne me suffisent plus. Et donc ça pose un problème parce que tu veux faire un peu plus. Et d'ailleurs, je m'en excuse parce que c'est ce qui s'est passé à CrossFit Brussels. C'est que quand tu considères que tu deviens bon, donc déjà, tu es un peu con. Ouais. Et tu te dis, les cours collectifs ne me suffisent plus. Tu as 2 options. Soit tu continues et tu vas t'entraîner à côté, ou alors tu fais du free access. C'est-à-dire tu dis, ok, j'arrête ça, ça ne me convient plus, je veux devenir très très fort, je vais prendre une programmation en ligne et je vais m'entraîner tout seul à côté. C'est ce que j'ai fait, et c'est le cancer de toutes les salles de CrossFit. Donc à tous les gérants qui font ça, c'est difficile, je le sais, je l'ai vécu parce que j'ai géré ma box, et c'est difficile de gérer ça, il n'y a pas de solution universelle. Donc je vais en free access, je participe plus aux cours, du coup j'ai plus de lien avec la communauté, du coup j'ai plus de coach, donc en fait j'évolue plus, parce que techniquement je peux pas m'auto-coacher. Je me dis, mais en fait cette box elle est nulle, je régresse. Si j'ouvre ma box, comme ça je vais montrer ce que c'est que le vrai CrossFit. Et c'est ce que j'ai fait, donc au bout d'1 an je suis allé créer ma box. Qui était? Donc c'était CrossFit Da Vinci. Ok, ouais, okay. Donc c'était pas loin, c'était à Evere. Ouais, c'est ici à côté. Quoi. Ouais. Et donc, j'ai créé ma propre box, mais malgré tout, j'ai continué à chercher d'autres programmations parce que c'était pas bon, puisque je m'entraînais tout seul. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre que, en fait, ce que je fais, c'est pas bien. C'est que j'essayais de faire trop de choses, j'essayais de faire trop de volume, et j'essayais de prendre la programmation qui ne me convenait pas. Donc, j'ai créé la mienne, qui essayait un petit peu, de remplir les trous. Et moi, dans mon optique, c'était d'avoir une approche un peu plus holistique. Tu vois, c'est que je me limitais uniquement à l'entraînement. Et je commençais enfin à comprendre qu'il fallait voir plus loin. Qu'il fallait que je fasse attention à ce que je mange, qu'il fallait que je fasse attention à la manière dont je dors, dont je respire. Donc ça, j'ai parlé notamment sur le podcast avec Mika. Donc, à beaucoup de choses. Et quand j'ai commencé à rédiger ce qui me convenait, là, j'ai commencé à de nouveau évoluer. Pas aussi vite que dans mes débuts, mais j'ai commencé de nouveau à reprendre le truc.
C'est ce qui peut être quelque part, j'en profite parce que moi j'ai aussi des clients qui se disent parfois, passé 35 ans, fini l'âge d'or, etc., on n'évoluera plus. Et bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, surtout dans tout ce qui est sport cyclique. Il y a toujours moyen d'évoluer parce qu'il y a un facteur qu'on oublie. On dit toujours, ouais, mais t'es jeune, etc., toi c'est ton âge, etc., mais il y a un facteur hyper important qui pour moi est l'expérience. Et même encore plus loin, il y a l'âge physiologique et en fait il y a l'âge d'entraînement. C'est moi, vu que j'ai commencé à m'entraîner à l'âge d'environ 30 ans, et ben en fait j'ai autant d'impact physiologique sur mon corps qu'un type qui a commencé à 10 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc en fait, moi j'ai jamais eu de vraies blessures, j'ai jamais eu de mauvais patterns de mouvement. On m'a jamais appris à bien bouger, mais on m'a jamais appris à mal bouger. Donc c'est ça le truc, j'ai pas de mauvaises habitudes. Donc au final, si vous commencez à 40 ans, eh ben à l'âge de 50 ans, vous pourriez avoir un niveau de fou, parce que vous avez commencé très tard et que vous n'avez pas d'impact. Donc vraiment, quel que soit l'âge, même à 60 ans, il faut y aller. Il faut y aller. Et je suis entièrement d'accord, parce que même en discutant avec Didier Michelon, qui a un incroyable athlète de powerlifting, mais en équipé, lui, il a encore battu un record personnel à 56 ans. À 56 ans. Donc voilà, maintenant, c'est histoire de rassurer aussi un petit peu les gens qui hésitent en mode je suis trop vieux pour ça. Je pense pas qu'il y ait réellement de... Donc au niveau des qualités physiologiques, en fait, elles s'entraînent différemment en fonction de l'âge. C'est par exemple tout ce qui est vitesse, coordination. Quand on est jeune, ça explose, mais quand on est vieux, c'est terminé. L'évolution sera beaucoup moins probante. Néanmoins, la force, c'est une des rares qualités physiologiques qu'on peut entraîner toute sa vie. Ouais, donc c'est pour ça que les records powerlifters, t'en as des mecs de 55 ans qui envoient du pavé, quoi. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous, c'est que c'est un sport à maturité tardive. Très clairement, ouais, tout ce qui est musculation, c'est le cas. Donc c'est pour ça, et même pour la santé, c'est beaucoup plus intéressant de faire des sports de force au fur et à mesure que l'âge avance. Donc très clairement, le sport à impact comme la course à pied, c'est pas à conseiller, mais c'est une activité comme une autre. Mais les sports de force, c'est le meilleur plan pour vieillir correctement et prévenir tout ce qui est ostéoporose ou vieillesse prématurée. Donc franchement, CrossFit, faut le faire, quel que soit l'âge. Ouais, bah voilà, bah c'est une super bonne chose à savoir aussi. Au niveau du scope, on était en train de discuter un petit peu de comment tu l'as fondé, mais comment tu as commencé à le partager à travers la Belgique et peut-être même d'autres pays? Ouais, donc là, moi je travaille avec la Suisse, la France, donc on avait même une box affiliée à l'île de la Réunion. Donc ça s'est agrandi, donc c'est quoi? C'est devenu presque une société ou on en a pas encore? C'est là, c'est en phase. Ouais. Donc là, on a une dizaine de salles affiliées. Donc on a, allez, je vais dire, je connais pas leur. Donc en temps hors confinement, il doit y avoir 1000 à 2000 personnes qui suivent le scope tous les jours, donc c'est cool. Ce qui est génial. Franchement, c'est super cool. Et tu pensais que tu aurais un impact comme ça dès le départ? Tu avais visualisé ça ou tu te dis... Alors moi, je l'ai créé en 2017, donc j'ai fait ça en plus de mon travail. Donc moi, donc je suis ingénieur informaticien à la base. Donc comme ça, quand je faisais mon travail, je prenais quelques minutes pour développer un site internet et pour en même temps donc intégrer les entraînements que je faisais. Donc il y avait plein de réflexions derrière sur qu'est-ce que c'est que la périodisation, machin, donc du powerlifting, de l'haltéro. J'intégrais ça dans mon site et je faisais ça. Moi, mon but, c'était juste de pouvoir payer les frais que j'impliquais. Ouais. Donc payer mon site internet. Donc c'était quoi? C'était 200 € par an, en gros. Donc si je réussis à passer ça, c'était bon. Et là, j'y suis un peu plus. Donc ça, c'est cool. Ouais, bien sûr, c'est cool. Mais en fait, je pense que c'est marrant. Hein. Je pense que j'en discutais justement avec Seb, qui est derrière l'écran. Quand tu fais les choses par passion, je crois que ça découle tout seul, en fait. Quand tu penses pas à l'objectif de se dire nécessairement, il faut que je me fasse un max de cash. Parce que des fois, tu sais pas nécessairement de se dire... Après, je sais pas combien tu te fais, mais en tout cas, je suis content déjà d'apprendre que déjà, tu génères tes frais. Enfin, tu règles tes frais, donc c'est le but. Et voilà, maintenant c'est encore mieux. Et j'espère qu'il y aura d'autres box qui vont s'affilier de plus en plus. Peut-être des anecdotes un peu croustillantes au niveau des compétitions? Une qui t'a peut-être marqué. Et après, j'aimerais aussi parler un petit peu de l'outil Kettle, forcément, dans le monde du CrossFit. Donc... Des anecdotes croustillantes, il n'y a rien de très croustillant, quoi. Il y en a une peut-être qui t'a marqué le plus, dont tu es vraiment fier, que tu t'es dit là je me suis battu, j'ai assuré ou... dont je suis fier. Moi je suis toujours... Enfin voilà, donc moi je suis toujours content de ce que je réussis, de ce que j'entreprends même. Parce que c'est pas forcément parce que je gagne que je suis content, je peux avoir très très bien fait une bonne perf et être dernier de ma série, je m'en fiche, quoi. Ouais. Donc c'est par exemple en Italie, j'avais fait le Battaglia di Milano. Et donc, la plupart des compétitions de CrossFit, ça se passe sur 2 jours. Et en fait, au bout de la première journée, je me rends compte que les gars, ils sont vraiment loin devant, quoi. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Comment je peux est-ce que je rentre chez moi, quoi.
Mais bon, vu que j'avais payé le billet d'avion, autant profiter rester là. Un peu de l'Italie aussi, quoi. Ouais. Et clairement, c'est comme à chaque fois, c'est toujours du long. C'est toujours du long terme. Donc les compétitions, que ce soit la kettle, par exemple, quand tu as une épreuve de 60 minutes, c'est pas les 10 premières minutes qui font que tu vas gagner. C'est les 10 dernières. Et ben c'est toujours comme ça. Que ce soit une épreuve en particulier, que ce soit sur une compétition, c'est toujours la dernière épreuve. Ça, voilà, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, quoi. Donc c'est le truc. Ouais. Et ben voilà, sur cette deuxième journée, petit à petit, j'ai réussi à gagner des épreuves, là où vraiment je m'y attendais pas, et à remonter et à gagner vraiment d'un point, c'est-à-dire voilà, vraiment d'une misère. Et même le type qui finit deuxième, il vient me féliciter parce qu'il s'attendait pas à ça, quoi. Il s'attendait pas à perdre. Donc c'était une épreuve c'était une compète pas facile. Et j'étais content de l'avoir gagné, même s'il n'y a vraiment rien à gagner, quoi. Je gagnais 150 € et une paire de genouillères, donc vraiment on s'en fout, quoi. Mais c'était cool d'avoir fait le chemin de ne pas lâcher l'affaire. En fait, voilà, c'est ça. Et je pense qu'on tire davantage de satisfaction quand on se dit j'ai réussi quelque chose sur lequel on s'y attendait pas, que parfois moi-même j'avais des doutes. Tu parlais justement du marathon, de la kettle. Bon, là, je me rappelle mon tout premier championnat du monde, donc c'était en 2018. Et là, c'était un semi-marathon, donc sur 30 minutes avec une kettlebell de 32. Donc ça fait un peu de choses près la moitié de mon poids de corps, quoi. Et je me rappelle, et c'est là que je me dis, ok, c'est comme ça finalement que j'ai eu mon titre mondial. C'est qu'au bout de 9 minutes, je suis pas bien. J'ai envoyé trop vite et je me dis, il reste 21 minutes à faire là-dedans. Mais en chute totale d'ailleurs, je pense qu'on retrouve encore des vidéos où on voit que je m'écroule au sol et que je reste pendant 5 minutes et qu'on me traîne parce que je suis éclaté. Et c'est là qu'on se dit souvent, et c'est des erreurs de jeunesse, hein, c'est vouloir envoyer trop vite en montrant ouais je vais cartonner, alors que bah non, il y a tout un chemin justement et que c'est les derniers moments qui comptent le plus. C'est la clé. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Mais ça, pour moi, il y a le facteur expérience qui me l'a permis. Heureusement, bah, c'est pour ça maintenant que j'essaye à chaque fois de transmettre aux gens qui se lancent dans la kettle. Pas aller trop vite, tranquille, choisis bien ton épreuve. Et encore, je dirais même que c'est à ça que sert l'entraînement. Ouais. C'est ok, aujourd'hui va trop vite. Tu vas comprendre et tu vas comprendre ce que c'est que ton vrai rythme. Et c'est pour ça que l'entraînement, ça doit volontaire. Je sais que c'est Froning qui dit ça. L'entraînement, ça doit être difficile et ça rend la compétition facile. Ouais. Et c'est pour ça qu'au final, on a l'impression que je suis à l'aise dans les compétitions. C'est dur, mais c'est parce que je sais qu'à l'entraînement, j'ai fait pire. Ouais. J'ai fait plus de conneries. Donc il faut qu'en fait, ça soit, je vais pas dire la croisière s'amuse, hein, mais que la compétition paraisse plus simple. Ouais, en fait. Il faut tomber sur un rythme de croisière, en fait. Voilà. Là, c'est le sport du crossfit qui veut ça. C'est le coup de je bourre, je récupère, je bourre, je récupère. C'est comme si on court à 1500 mètres dehors, tu pars en sprint sur 100 mètres. Au bout de 100 mètres, tu te mets avec les mains sur les genoux comme ça, et tu repars en marchant. Et tu recours à fond. Non, mais voilà, ça n'a pas de sens. D'où l'intérêt d'une programmation bien ficelée aussi, quoi. Donc, la programmation est importante, mais c'est aussi la manière dont on va aborder chaque séance. Parce que chaque séance a un but, au final. Que tu ailles dans une box, une programmation bien faite, c'est on te dit, OK, ton but aujourd'hui, c'est de trouver une charge optimale pour ça, ou c'est de prendre lourd, ou c'est de prendre très léger pour aller très vite. Enfin, il y a plein de trucs différents. Et il y a des fois, il faut se tester. Et c'est à ça que servent les benchmarks en CrossFit. Oui, tout à fait. Donc, on se dit, OK, aujourd'hui, tu te fais du mal. Et tu sauras comme ça que pour la prochaine fois, tu es capable de faire ça. Peut-être préciser ce que c'est un benchmark. Donc, pour faire simple, c'est que CrossFit a édité plusieurs dizaines de WOD références et qui sont avec des charges indiquées, avec éventuellement des temps, des nombres de tours, des nombres de répétitions qui sont stables et que tout le monde devrait exécuter dans ce format-là. Avec des noms féminins. Avec des noms féminins. Donc là, il y a des noms masculins, mais c'est pour les Hero WOD. Ouais. Et sinon, les noms féminins, c'est pour les WOD benchmark, les girls, comme ils aiment bien dire. Et l'idée, c'est que si un jour tu rencontres un autre crossfitter en Afrique du Sud ou un autre en Australie, tu lui dis c'est quoi ton temps sur Fran ? Et bien Fran, il sait ce que c'est. Ouais. Et après, il peut te dire ok, j'ai mis 5 minutes, moi je mets 3,30, bim. Tu sais qui c'est le combat de kékette, quoi. Ça m'a. ce WOD qui m'a traumatisé, je crois, il en a traumatisé plus d'un. C'est vraiment le truc où on se dit ok, en très peu de temps, on peut vraiment finir au sol. Celui-là, il est taquin, parce que c'est léger, c'est pas compliqué, tu peux te faire vraiment du mal. Ouais, tout à fait, tout à fait. On parlait de Rich Froning et de Matt Fraser. J'oublie pas les questions sur les kettles. Moi, je vais déjà poser un petit peu la question parce qu'il y a eu des compétitions quand même qui étaient assez importantes. Je pense que le Belgian Throwdown en 2018, il y avait à un moment du clean and jerk, en tout cas chez les femmes, je pense, à 24. Sur le Hellfit, ça je sais plus si c'était en 2019 ou pas, 2018 ou 2019, j'ai vu qu'il y avait du double half snatch chez les hommes ou du double snatch et je me suis dit tiens c'est quand même bizarre,
j'ai l'impression que la kettlebell revient un petit peu plus au goût du jour. On n'en voit pas autant que forcément sur les mouvements avec les barres, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui bouge de plus en plus par rapport aux kettle, peut-être les remplacer par rapport aux haltères? Est-ce que tu as vu peut-être quelque chose qui évolue à ce niveau-là? En fait, pour faire simple, c'est qu'il y a une grosse différence entre les compétitions de CrossFit et les directives CrossFit. Enfin, je dis directives, mais donc moi, en fait, quand j'ai des doutes sur le CrossFit, je regarde pas les compètes, je regarde pas les programmations, je vais voir ce qu'il y a sur CrossFit.com. Okay. Sur CrossFit.com, il n'y a jamais de kettlebell, ou s'il y en a, c'est pour faire des American Kettlebell Swing, qui est un mouvement qui n'existe pas en kettlebell. Par contre, si on va dans le domaine des compétitions, là, il y en a un peu plus. Donc, c'est toujours dépendant de l'organisateur. Moi, j'aime bien les kettlebells. Le truc, c'est que je crois que CrossFit.com ne le met pas en avant parce que ils n'ont pas de partenariat avec une usine qui fait des kettlebells. Rogue, ils en font, mais je trouve qu'ils ne les mettent pas assez en avant. Donc, moi, CrossFit.com n'en met pas. Par contre, dans les programmations, j'en mets parce que c'est un outil top. Ça travaille la stabilité, ça travaille la force, ça travaille l'endurance, ça travaille le grip, ça travaille la mobilité, ça travaille tout. Donc, je trouve même, je peux pas dire que c'est différent des haltères, c'est pas mieux ou moins bien. Ouais, ça permet de faire, on va pas dire les mêmes genres d'exercices, mais ça permet un petit peu d'aller explorer d'autres horizons. Les deux outils ont une polyvalence incroyable. Ah ouais, et honnêtement, la kettlebell, à comparaison d'une dumbbell, c'est beau. Ouais. Tu regardes des mouvements de kettle, c'est cool, quoi, c'est beau. Mais il y en a qui se disent, ouais, c'est parfois une position un petit peu de saumon, là, comme qui est en train de se frétiller dans la rivière, mais je trouve ça rejoint plus le dérivé Ouais, quand on dit que c'est un dérivé de l'haltérophilie, je trouve qu'effectivement, on rejoint pas mal de facteurs aussi. On pourrait le dire aussi avec les haltères, mais il y a quelque chose qui est différent. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est toujours de regarder l'aspect biomécanique. Et moi, je trouve que la kettle, c'est plutôt de l'ouverture horizontale. Exactement, c'est exactement ça. Et l'haltéro, c'est une ouverture verticale. C'est pour ça que je peux pas dire que c'est la même chose, mais... Et qu'on parle de dérivé, en fait. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, s'il y a bien un mouvement qui est exceptionnel pour moi dans le domaine de la kettle, c'est quand même le snatch. Ça impose plein de trucs. Ouais, c'est cardio, c'est hallucinant. Et après, on a un autre problème, c'est que il y a le kettlebell snatch version CrossFit. Ou le swing version CrossFit. Qu'on appelle aussi... RKC swing ou dead snatch, parce que souvent on le tire du sol et puis j'en vois de moins en moins parce qu'ils commencent enfin à comprendre que ça n'a pas de sens. Mais après, c'est souvent le fait de je tire sur les bras, je pousse sur les bras, ce qui n'a pas de sens en kettlebell. Ce qui est intéressant pour faire des reps, mais en compète, faites-le. En gros, en compète, il faut faire n'importe quoi au plus efficace. À l'entraînement, il faut être le plus propre possible. Ça, c'est ma directive principale, c'est la technique avant tout à l'entraînement. Donc c'est pour ça que la kettle, j'aime bien, parce qu'il y a une notion de technique qui est... Après, à regarder, c'est quand même long, quoi. Ça fait pas télévisuel, quoi. Après, il y a toujours ce débat de se dire, ok, il y a différents... Ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est qu'il y a différents paramètres en kettlebell sport. Le kettlebell sport, ou le gyrovois sport, c'est qu'il y a plusieurs épreuves. C'est-à-dire qu'il y a du double, il y a du simple, il y a des semi-marathons, il y a des marathons, et je comprends qu'aux yeux du grand public, semi-marathon, marathon, c'est pas très excitant. Si on ne le fait pas, on peut pas comprendre, mais on passe tellement par une force mentale et des adaptations, il y a tellement de facteurs. Il y a certaines personnes qui ont avoué, et moi le premier, c'est qu'à un moment on rentre en transe. C'est tellement en fait répétitif et c'est vraiment instinctif en fait de juste repartir et à un moment on réfléchit plus. C'est comme un film qui déroule tout seul. Mais je comprends qu'aux yeux du grand public c'est pas très excitant. Par contre, il y a un format qui est intéressant et qui rejoint un petit peu l'aspect CrossFit. C'est le fameux pentathlon. Et celui-là est juste exceptionnel. C'est hyper ludique. Mais c'est top. Je sais pas si tu l'as déjà vu. J'ai regardé, mais j'ai pas essayé. Mais c'est ludique. On a un plafond de répétition à atteindre, on a un cap time, on peut choisir le poids sur chaque épreuve, on a 5 minutes de repos entre les épreuves pour bien récupérer. Enfin bref, c'est top, ça permet d'envoyer très vite, de se faire plaisir, mais ça reste quand même ultra stratégique parce que ça fonctionne en fonction des points et tout ça. Mais bon, c'est pareil. De toute façon, l'aspect télévisuel du gyrovois, c'est un peu le même qu'en CrossFit. Soyons honnêtes. Moi, j'ai fait presque 60 compétitions en CrossFit, donc j'en ai regardé plein. C'est chiant, quoi. Soyons honnêtes. Ouais, voilà, mais c'est en fait le problème découle de là. C'est vrai que quand on nous met 42 km de rameur en épreuve CrossFit, tu fais Même regarder des mecs qui font pendant 15 minutes des squats sur une jambe, des thrusters et des pull-ups. C'est rigolo parce que tu connais quelqu'un sur le plateau, mais sinon, je vais rien apprendre de ces gens-là, quoi. Mais il y a que les passionnés qui regarderont exactement ce genre de choses. Et on en revient toujours au même principe. Si tu n'as pas pratiqué,
c'est difficile de comprendre. Et voilà, et c'est pour ça que c'est vraiment un public de pratiquants à chaque fois. De toute façon, tu vas voir au CrossFit Games, c'est les mecs qui sont plus balèzes que dans les tribunes, les mecs sont plus balèzes que les gens sur le plateau, quoi. c'est ouf, quoi. C'est vraiment un truc de dingue, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de CrossFit Games, on parlait de Rich Froning et de Matt Fraser, retraite de Matt Fraser. Qu'est-ce que tu penses justement de ça? En fait, il a une approche vraiment de sportif de haut niveau. C'est que lui, je pense qu'il a commencé sérieusement à se mettre à l'entraînement à l'âge de 20 ans. Ouais. Il en a donc 31, ça fait 11 ans de sport de haut niveau. Le crossfit, c'est un des sports les plus exigeants, je trouve, au niveau impact physiologique, parce que tu dois faire attention à tout, sinon tu n'arrives à rien. Et 11 ans à se mettre la tête dans le seau, à ne faire que ça, je comprends qu'il en a eu marre. Moi, je pense que c'est ça. Tu penses vraiment qu'il en a eu marre ou est-ce que vraiment il en a eu marre de ce sport parce qu'il va continuer non, c'est obligé. Là, c'est par exemple, c'est intéressant. Je pense qu'il y a aussi un changement. Je ne sais pas ce qui s'est passé l'an dernier, mais il y a eu un changement parce qu'il y a plein d'athlètes de très haut niveau qui ont mis leur retraite sur la table. Tia aussi, non? Non, elle a rajouté un autre sport. Elle fait du bobsleigh en plus. Mais par exemple, tu as Jacob Eppner qui est dans le top 10 mondial. Lui aussi, il a arrêté. Je sais pas. Je pense qu'aussi, ils ont compris qu'il y avait un autre business à faire. Donc là, il y en a un qui est associé à Nike. Il a lancé sa programmation. L'autre, lui aussi, a lancé sa prog. Ils se rendent compte qu'il y a un business à faire et que ça va rapporter plus de sous que d'être athlète pro de CrossFit qui ne rapporte pas de sous du tout. Oui, ça c'est aussi quelque chose qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on en parlait, la plupart des athlètes professionnels sont des vrais passionnés, mais ne sont pas nécessairement rémunérés quand ils montent sur un podium. C'est par contre ce qui découle après de ce genre de résultats, quand c'est médiatisé, que là on peut peut-être avoir des sponsors ou quelque chose d'autre. Le CrossFit, c'est un sport qui a quoi, 30 ans ? Donc c'est un sport jeune, donc il y a toutes les dérives, mais surtout il n'y a pas d'argent, c'est ça le truc. Donc que tu sois athlète de haut niveau ou même gérant de salle, il n'y a pas d'argent. Donc à tous ceux qui veulent créer une salle de CrossFit pour s'entraîner et faire des sous, il faut oublier l'idée. On fait pas fortune dans le CrossFit, sauf si tu es tout en haut. Ouais. Vraiment, c'est juste ça. Et d'ailleurs, tu me parlais, on parlait de Matt Fraser et de Rich Froning. Est-ce que tu as eu des préférences ? Est-ce que tu as appris de l'un de ces athlètes quand tu les regardais ? Parce qu'il y a toujours ce fameux débat de se dire Matt Fraser aurait éclaté Rich Froning à son apogée. Est-ce qu'il l'aurait vraiment fait ou pas ? Parce que c'est vrai que c'est deux périodes qui sont différentes. Ouais. L'évolution sur les 10 dernières années, elle est hallucinante en termes de performance dans le monde du CrossFit. Quand on regarde les perfs de Jason Khalipa, avec quoi il avait gagné à l'époque, maintenant tu te dis ouais, c'est un peu... Il serait nulle part, oui. Ouais, voilà, c'est un peu brutal de dire ça, mais c'est vrai que c'est le commun des mortels qui peut faire ce qu'il a fait. Et est-ce qu'on pourrait se dire que Rich Froning, effectivement, serait dépassé ? Parce que pour moi, il avait des qualités de gestionnaire qui étaient quand même incroyables. Le truc, c'est qu'il a toujours pas fini. En fait, là, maintenant, il commence encore à surpasser tout le monde en team. Donc, il a eu des enfants, il a moins l'occasion de s'entraîner. Ouais. Du coup, c'est ça l'impact. Mais malgré tout, il réussit à surnager en team. Donc, il n'est même pas encore dépassé. Il a gagné, donc, je sais pas si c'est 7 ou 8 titres au total, entre les individuels et les teams. En fait, peut-être que Matt Fraser l'aurait battu, mais il s'en fout, ça fait 10 ans qu'il est là. Ouais, et au final, c'est vrai qu'une carrière prolongée, c'est encore, je crois que c'est plus beau que de gagner un titre en loose day comme ça. Ouais, exact. Moi, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, quoi. Mais malgré tout, c'est vrai que quand on regarde le Matt Fraser sur son premier titre et le Matt Fraser à la fin, il y a quand même un monde de différence. Ça n'a rien à voir. Hein. On voyait ça comme quelqu'un qui était assez bourrin. Et il a eu des qualités de gestionnaire qui sont arrivées, et ça se voyait. Je sais pas s'il a appris de Froning, mais moi, de cette manière-là, c'est Froning, en l'observant, t'apprends plein de trucs. Hein. C'est lui qui m'a appris à qu'est-ce que c'est que la respiration pendant un WOD, qu'est-ce que c'est que gérer son effort. Et Fraser, il s'en a inspiré, c'est obligé. Ouais. Et il a rencontré beaucoup d'autres coachs qui lui ont appris comment faire. Hein. Donc Chris Hinshaw, le type de Aerobic Capacity, qui lui a appris qu'est-ce que c'est que gérer ton effort en course. Du coup, comment gérer ton effort au rameur, et du coup, comment gérer ton effort au CrossFit. Non, mais c'est la clé. Il faut rencontrer d'autres personnes qui vont t'apprendre des trucs, que ce soit des adversaires, ou des entraîneurs, ou des spécialistes. Et c'est pour ça que c'est vraiment cool de faire des compètes, parce que c'est pas uniquement pour te mesurer aux autres, mais c'est pour aussi qu'ils t'apprennent leurs trucs à eux. Et c'est vraiment... Moi, j'ai appris plein de choses en rencontrant des athlètes. Hein. C'est vraiment des super rencontres. Hein. Mais ça, c'est quand même ça qui est top quand tu commences à voyager aussi au niveau des compétitions, c'est que tu apprends 40 000 choses, tu rencontres des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées sans les compétitions, et tu apprends des choses que tu sais toi-même ensuite enseigner. Et c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment la clé, c'est qu'en tant qu'athlète, il faut vraiment essayer même
En tant qu'athlète, il faut essayer de passer, d'adopter une casquette coach. Ouais. Parce que c'est là où on apprend le mieux. C'est quand tu commences à enseigner ce que tu as compris aux autres que tu commences là en plus à maîtriser ton sujet. Parce que d'apprendre des trucs en parlant aux autres, ça survole. Donc, je pense que tu as une échelle de l'apprentissage comme ça où quelqu'un te dit quelque chose, t'en retiens 10%. Par contre, quand toi tu l'apprends à quelqu'un, t'en retiens 90 à 100%. Ouais. Et c'est pour ça, c'est bien de faire partager tout ce que tu apprends. Et qu'on lie même la théorie à la pratique. Parce et en plus le pratiquer. Ça permet de le exactement, ouais. Oui, je ne sais plus quelle était cette échelle-là, mais je vois de quoi tu parles. Mais c'est pour ça, c'est important en CrossFit, comme en préparation physique, il n'y a pas de secret. Donc ça n'existe pas. Ou alors, non, ça n'existe pas. Donc dès qu'on apprend un truc nouveau, il faut le partager à tout le monde. Parce que c'est comme ça que tu vas avoir le plus de retombées, plutôt qu'en ayant toi-même assimilé l'information. Donc c'est pour ça, c'est rencontrer des gens, et après, voilà, tu prêches la bonne parole de ce que tu as appris. Et tu me parlais aussi que tu avais été gérant de la boxe, d'une boxe de CrossFit, boxe de CrossFit réputée sur Bruxelles. Mm-hmm. Pourquoi être parti ? Donc au bout de... très très vite, on a eu des soucis en fait, d'organisation interne. On était 3 personnes, et on s'est rendu compte qu'on était 3 personnes au profil similaire. Donc on était 3 athlètes qui avaient envie de nous entraîner et de donner des cours, mais on ne voulait pas gérer une boîte. Mmh. Et ça ne marche pas, ça. Donc quand tu veux avoir une société, mais que personne ne veut la gérer, c'est terminé. Donc pendant 1 an, on a réussi à tenir parce qu'on avait envie de faire tourner notre boîte. Pendant 1 an, voire 2, on s'est engueulé, tout le temps. Donc on a dû prendre une décision, on s'est mis, voilà, on a parlé entre nous. Donc moi j'ai très vite compris que les cons, c'était eux. Donc, les gars, Damiano, Jonathan, les cons, c'était vous. Donc ils ont fait chacun leur chemin de leur côté, donc ça va quoi. Donc maintenant l'eau a coulé, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai préféré partir parce que ça menait pas à grand chose, et puis en fait ça a souvent des impacts sur la vie personnelle. Donc c'est pour ça que j'en suis parti, que j'ai rejoint d'autres structures, notamment CrossFit Nivelles, qui elle est gérée par un gérant de société. Donc Arnaud Castio, qui lui a vraiment compris ce que c'était, enfin même pas compris, on lui a appris à gérer un business. Et donc ça, c'est très très inspirant de rencontrer des gens comme ça. Donc en fait, c'est des gens qu'on aurait dû rencontrer avant de lancer notre boîte. D'accord, ok, je comprends mieux. Et puis il y a également, parce qu'on va parler des coachings, où est-ce qu'on peut te retrouver, dans quelle box on peut te retrouver ? Donc moi, là, hors confinement, je donne des cours à CrossFit Link, qui se trouve à Nivelles, et aussi à CrossFit Nivelles. Ok. Donc 2 voisins. 2 voisins. Et c'est les principales ? À Nivelles, il n'y a que ces 2-là. Ah, moi, non, j'ai pas d'autres... Ok, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, non, il y a moyen de bosser. Est-ce que tu fais des cours personnels aussi ? Oui, j'y accorde beaucoup d'importance. Oui, donc je donne des cours personnels à 2-3 personnes. Ouais. Ah ça, c'est une bonne chose. T'as limité un petit peu le nombre de personnes ? Obligé, sinon tu peux pas... Tu peux pas t'entraîner, tu peux pas faire tout ce que tu as sur le côté. Mais même, la pertinence d'un personal trainer qui donne 40 heures de cours par semaine privé... Je sais pas comment ils font, et je sais pas comment on peut préserver la qualité. Donc, sachant en gros, c'est 1 heure de coaching, pour moi, c'est 1 heure de boulot en plus. C'est un peu comme les profs à l'école, quoi. Ouais, donc, il y a une réflexion derrière, tu peux pas donner n'importe quoi, n'importe qui. Ouais, c'est vrai qu'il faut une programmation. D'ailleurs, c'est un débat qui fait longtemps sujet ici à la maison, parce que quand on rentre et qu'on doit encore faire des programmations jusqu'à 22h, c'est pas toujours cool aussi au niveau de la vie privée, quoi. Non, pas du tout, mais en fait, souvent les gens font l'erreur de penser qu'il y a pas de différence entre une programmation adaptée, qui est ce que je propose dans le scope en fait. Donc moi j'ai une programmation qui correspond à peu près à 90% des pratiquants de CrossFit, parce qu'au final, il ne faut pas se leurrer, la plupart des gens ont les mêmes problèmes. Ou ils ne sont pas assez forts, ou ils ne sont pas assez souples. Donc 90% des gens peuvent prendre ça, et je leur adapte en leur disant « Bon, tu as un max au back squat de ça, je veux que tu prennes cette charge-là pour ce WOD. » Ou alors tu sais faire X traction stricte, je veux que tu fasses ça pour ce truc, pour cette séance. Donc voilà, j'adapte de cette manière. Et dans un second temps, il y a de la programmation personnalisée. Et là, j'ai une personne face à moi qui a des objectifs, qui a d'éventuelles lacunes, d'éventuelles forces. Et là, c'est beaucoup plus cher. Donc moi, le scope, c'est entre 19 et 29 euros par mois. Ouais. Et soyons honnêtes, une programmation personnalisée chez quelqu'un, c'est peut-être 200 euros par mois. Donc il faut être honnête, il y a un vrai boulot derrière. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est pour ça, c'est difficile, c'est comme tu le dis, c'est du boulot, quoi. Tu rentres chez toi le soir, t'as pas fini. Ouais, c'est ça. Bon, après, voilà, c'est un boulot de passionné aussi, donc. Franchement, j'aime faire ça. C'est cool, et c'est une autre facette du métier qu'on apprend peut-être pas aussi assez en formation, c'est savoir programmer, comment programmer, méso, macro cycle. Non, moi donc comme je t'ai dit, j'ai fait les cours pour devenir entraîneur d'athlétisme. Donc là, on nous apprend la planification, mais on nous apprend pas à programmer.
Donc voilà, sur un an, tu nous fais ça, tu nous fais un micro, des microcycles sur ce mois-ci. Mais oui, on ne dit pas quoi mettre dedans, on dit quoi faire pour qui. Non. Ouais, voilà, c'est juste en surface en fait. Hein, ouais. Donc c'est pour ça que l'expérience de terrain, c'est important. Exact. Il y a également au niveau de l'avenir, savoir ce que tu planifies. Est-ce que tu continues les compétitions? Je pense qu'en tant que passionné, tu planifies d'office des compétitions à venir. En ce moment, il n'y a rien du tout de prévu. Ouais. Donc, des compétitions... Il y a les Open, mais tu programmes pour les Open via le Scope. Ouais, donc là, en ce moment, donc moi, la séance de vendredi, par exemple, c'était le WOD de l'Open. Et moi, toute la journée de vendredi, en fait, je me suis attelé à écrire un guide pour expliquer aux gens, si vous savez faire ça, faites comme ça, voilà comment optimiser votre mouvement, pour la corde à sauter, faites ça, prenez ça, enfin voilà. Je leur donne tout ce que moi je ferais. Moi, dans la journée, je l'ai essayé, et en fonction de ça, j'ai encore rajouté des informations. Okay. Donc le but, c'est vraiment de leur donner toutes les clés en main pour qu'ils puissent faire leur meilleure perf. Donc ça me prend tout mon vendredi, et le reste de la semaine, en fait, on se prépare à ce qui pourrait arriver la semaine suivante, parce qu'il y a encore une deuxième puis une troisième étape. C'est vraiment un travail de chef d'entreprise en fait. Clairement, ouais. Parce que en fait, c'est encore une fois dans les programmations. Après, il faut appliquer ce qu'on pense faire, et puis tu vas quand même le partager. Donc il y a aussi tout le suivi au niveau des box, il y a les abonnements, il y a tout un travail. Mais c'est pour ça, c'est en sens où je suis la programmation que je propose est un peu différente, c'est que moi je la suis. C'est que je connais beaucoup de programmateurs, parce que je me considère vraiment comme un crossfitter normal, lambda, et donc je considère que je corresponds parfaitement à ce que je propose. Je ne me propose pas un programme personnalisé en disant « Ok, moi j'ai besoin de faire de la course à pied, vous faites autre chose ». Non, moi, comme tout le monde, et je connais beaucoup de programmateurs de CrossFit qui mettent des trucs pour les gens et font autre chose. Même plus absurde, c'est ils donnent une programmation et eux sont abonnés à une autre qui suivent. Ah ouais. Bon, pourquoi pas. Après, je comprends et parfois il y a besoin d'avoir du recul pour se dire « Ok, je suis bon en course à pied, je vais mettre de la course à pied tous les jours. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour devenir performant, mais voilà, c'est... » Moi, j'ai suffisamment de recul, c'est pour ça que j'essaie d'avoir une approche vraiment où je prends un peu de distance par rapport à ce que je fais, à ce que je suis, pour proposer un truc vraiment efficace, quoi. Ah ouais, ce qui est normal, mais c'est vrai que ça te distingue un petit peu de tout le reste. Hein. Donc, maintenant, au niveau de Scope, est-ce que tu as des projets à venir? Des gros projets, on peut en parler ou c'est secret? Pas de secret, non. Voilà. Donc là, moi, en ce moment, je me suis équipé, je vais commencer à faire des vidéos, des tutoriels YouTube, donc en gros, de tout ce que je trouve pas sur Internet. Génial. Donc tout ce qui est haltérophilie, en fait, c'est intéressant d'avoir une programmation, c'est que j'ai beaucoup d'athlètes qui me donnent leur retour et qui m'envoient des vidéos, et je trouve ça très intéressant, parce que ça me permet de mettre le doigt sur, voilà, ça, effectivement, je ne l'ai peut-être pas expliqué, du coup, je vais le faire. Donc tous les points vraiment importants d'haltérophilie, j'aimerais bien en faire de kettlebell, et pourquoi pas te demander conseil. Avec grand plaisir. De toute façon, là, j'ai un peu plus le temps. Pour ça, on en profite. Donc tout ce qui est mouvement de gymnastique, et en gros, ce serait de retransmettre tout ce que j'ai pu expérimenter, et de tout mon retour d'expérience, en fait, sur comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et on parle quand même de 10 ans d'expérience. Hein. Voilà, donc c'est ça, donc des vidéos, et également, je vais proposer des programmes spécifiques. En fait, pour l'instant, le scope, ça fonctionne, j'ai 2 trames. J'ai une trame principale, et en fait, je vais prendre l'exemple d'un athlète. Je suis dans une box affiliée au scope, je vais faire le cours collectif, et donc je suis une partie de l'entraînement. Si j'étais affilié à ma programmation individuelle, et en fait, tout ce que j'aurai à faire, c'est suivre le cours collectif, et en plus une partie accessoire de 30 à 45 minutes. Okay. Maintenant, je prends un 3e athlète qui est chez lui, il s'entraîne tout seul, et en fait, il va faire la partie principale et la partie accessoire, en fait, comme s'il était en boxe. Et pour l'instant, ce qui manque, c'est que j'ai beaucoup de box qui ne sont pas affiliés, avec malgré tout des athlètes qui sont affiliés au scope, et donc en fait, ces athlètes-là, ils ne peuvent pas suivre l'entraînement de leur salle, ou ils ne peuvent pas suivre le scope. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est proposer des programmes spécifiques qui durent 30 minutes pour s'améliorer sur un point particulier. Donc en gros, c'est tout ce qui pourrait manquer à une personne, un athlète lambda qui a envie de faire une traction stricte ou un bar muscle-up. Je leur explique ce que sont les prérequis, qu'est-ce qui est intelligent pour ne pas se blesser, en gros, la manière dont j'ai, moi, évolué. Est-ce qu'il y a... c'est un site internet ou une application que tu as?
Eh ben, alors moi, le premier temps, c'était un site internet. Qu'on puisse l'afficher, quoi. Donc un Seb, une incruste, scoop-athlète.com. Et Obligé, c'est bon maintenant, Non, on c'est a fait. parlé, donc... Et ensuite, dans un second temps, j'ai développé une application mobile qui maintenant fonctionne sur Android et iPhone. Donc Super. et en fait, je fais tout moi-même. Donc j'ai fait à la main. Ça a dû être un boulot de dingue, parce que je connais un peu le prix des applications parfois. Je suis ingénieur informaticien, donc j'ai bien aimé. Donc c'était cool. Donc c'est maintenant, bon à savoir, très bon à savoir. Ouais, donc il n'y a pas de surcoût. Je sais qu'il y en a plein qui font très bien ça, mais voilà, j'ai voulu le faire moi-même. Comme ça, j'ai la main sur tout et je sais comment tout fonctionne. Et s'il y a un bug, il n'y a pas besoin d'attendre une semaine. C'est ah bah oui, je sais ce que c'est. Incroyable. J'avais envie aussi de rebondir sur un sujet qu'on n'avait pas prévu pour le Sportcast. C'est notamment le post-confinement. Si un jour il y vient, on espère d'office il y viendra à un moment. Est-ce que tu n'as pas une crainte que les salles de sport soient un petit peu mis de côté par rapport à cette nouvelle vague de home gym en tant que coach? Est-ce qu'il y a des inquiétudes peut-être à avoir, ou plutôt se dire, ok, en tant que coach, on est face à une situation, être coach et entrepreneur, forcément, pour moi, ça va de pair, c'est savoir rebondir et s'adapter à des situations qu'on n'avait pas planifiées. Comment est-ce que tu verrais l'avenir pour le coaching et pour éventuellement des gérants de salle? Moi, je vois 3 points. Le premier, c'est que tu as des gens qui ont lâché l'affaire et qui, voilà, et c'est le sport, ils l'ont mis de côté. C'est tous ceux qui étaient à pas grand-chose, qui se sont mis vraiment à faire du sport, ça leur a plu, mais il leur fallait pas grand-chose pour lâcher. Ça, ils vont avoir beaucoup de difficultés à revenir. Ensuite, tu as les salles de sport qui n'auront pas bien anticipé cette période, qui en fait survivent maintenant parce qu'il n'y a pas de dépenses. Enfin, il n'y a pas de recettes, mais les dépenses sont un peu moindres. Ils ont surtout les loyers, mais le problème, c'est que tout va être décalé. Donc, les vrais problèmes vont arriver, par exemple, 6 mois après le post-confinement, quand il faudra payer les factures, quand il faudra faire les bilans. Et là, je pense que ce sera vraiment difficile. Donc, j'aime bien discuter avec différents gérants. Et ceux qui ont le mieux géré ce confinement, c'est ceux qui ont réussi à se dire « Ok, il va se passer quelque chose, il faut se diversifier, il faut faire rentrer des sous. Et il ne faut pas se dire « Ok, les loyers, je n'ai pas besoin de payer les loyers, j'ai pas de frais. » Par contre, les propriétaires de bâtiments, eux, ils vont demander les loyers. Ouais. Donc, à l'ouverture... Des très gros loyers aussi, d'ailleurs. Des très, très gros loyers. Et donc, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vont revenir dans les salles de sport, et je pense même que ce seront des super mois. Quand ça va rouvrir, les gens vont vraiment se jeter, parce qu'il y a un aspect communautaire, il y a un aspect « je veux me remettre en forme », mais il faudra faire rentrer beaucoup de sous pour pouvoir compenser tous les mois de perdus. Et je pense que, même s'il y a une embellie, il y aura des salles qui vont fermer. Et c'est ça mon problème. Donc moi, qui n'ai pas de structure physique, j'ai pas de problème, mais ceux qui sont gérants de box, je leur souhaite beaucoup de courage, parce que ça va vraiment pas être simple les premiers mois du retour à la réalité. Même s'ils vont avoir plein de membres, beaucoup vont revenir. Ouais, parce que le problème, c'est qu'il faut rentrer en compte en fait les facteurs sur lesquels qu'on a peut-être oublié. C'est des facteurs importants, mais je donne l'exemple. Un gérant de boxe a besoin de coach. C'est impossible à un moment de faire tout quand la structure grandit. Donc là, peut-être qu'il se dit « Ouais, ça va, il y a juste le loyer à payer, je peux tenir. » Mais qui dit ouverture, dit frais supplémentaires. Exactement. Et c'est ça, là en fait, où il faudra vraiment penser à tout. Consommation, peut-être les douches, sauf si elles restent fermées. Et encore, je connais des salles qui n'ont pas nécessairement de douche et ça pose pas de problème. Mais frais de nettoyage, commande de snacks, tout ça rentre en compte. Mais c'est des centaines, et voire des milliers d'euros. Ouais. Donc on espère évidemment que ça ira à ce niveau-là. Est-ce qu'on a tout attaqué? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses ou que tu voulais aborder? Ouais. En fait, moi, donc ça fait 10 ans maintenant que je m'intéresse au sport et j'ai l'impression de toujours rien connaître. Donc, et c'est ça qui est cool. Là, c'est le mot de la sagesse, donc il va falloir écouter correctement, je pense. Et donc il y aura aussi du placement. Donc c'est l'effet Dunning-Kruger, si tu connais. Non. Ah, ça, il faut le replacer. Okay. Donc, en fait, c'est le concept de... Moins tu connais... Voilà. En gros, quand j'ai commencé le CrossFit, j'ai fait le level 1. Je me suis dit, c'est bon, j'ai tout compris. C'est bon, les gars, il faut plus me parler. J'ai tout compris. Je vais vous expliquer comment ça marche. Maintenant, j'ai fait 2-3 trucs d'haltéro. Maintenant, j'ai compris. D'accord. Et plus tu rencontres des personnes compétentes, plus eux vont te faire te rendre compte que, en fait, non, t'as rien compris du tout. Et on a la phase donc, au début, je crois que je sais tout. La deuxième étape, c'est celle où je me trouve, c'est en fait j'ai compris que je sais rien du tout. Donc je suis pas du tout un expert, je connais plein de trucs,
mais j'en connais pas suffisamment selon moi. Mais j'en connais toujours plus que ceux qui arrivent dans le domaine du coaching. Et l'effet Dunning-Kruger, c'est de se sentir trop compétent par rapport à ses compétences réelles. Donc maintenant, j'en suis au point où je me trouve pas très très bon. Je commence de nouveau à apprendre, machin, mais malgré mes 10 ans d'expérience, je continue à apprendre. Je trouve ça effrayant parce que je me dis, en fait, mais j'aurais pas assez, une vie, hein. J'aurais jamais assez d'une vie, ouais, c'est clair. Tout à fait. Mais bon, malgré tout, le peu que je sais, j'essaie de le retransmettre aux autres et surtout de leur éviter de passer pour des imbéciles quand ils disent non, mais j'ai tout compris au bout de 6 mois, quoi. Donc c'est ça, l'effet Dunning-Kruger, c'est ça, c'est d'avoir conscience de son incompétence. Ah bah c'est un bon placement. Très bon placement, ça fait plaisir. Rien d'autre, je pense, à ajouter. Tu peux y aller à fond, c'est parce que c'est là, moi, je pense que j'avais abordé toutes les questions dont j'étais. Par exemple, j'ai vu que donc, chez toi, tu avais une salle dédiée au sport. ça, c'est vraiment cool. Mais en fait, c'est venu. Écoute, le home gym, je ne l'ai même pas encore présenté, mais on y viendra. En fait, c'est un moment, je me suis dit, si je dois gagner du temps, parce que forcément, il y a une adaptation par rapport aux programmations, par rapport aux athlètes que j'encadre. Et tu sais, tout le temps bouger à gauche, à droite, c'était pas toujours facile. Tu perds facilement 30 minutes aller, 30 minutes retour. Je me suis dit, OK, il faut quelque chose où je gagne du temps et où je vais me sentir performant, parce que 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, au final, ça fait peut-être 3 heures de gagner sur ta journée. Et c'est 3 heures ultra productives dans le travail ou dans le domaine du bien-être pour se reposer ou quoi que ce soit. Et donc là, je me suis dit, il est temps d'investir du matériel. Il est vraiment temps de se faire plaisir. Donc les kettlebells, j'avais commencé ma collection de kettlebells, si je peux appeler ça comme ça, à 21 ans. Je me suis dit que ce ne sera jamais de l'investissement perdu, de toute façon. Et puis déjà, j'étais passionné par l'outil. Et puis au fur et à mesure, les choses se font et tu te retrouves avec 2, 3, 4 kettlebells, puis tu te retrouves avec tout le set. Bon, il me manque quand même la 48 kg qui reste la collector. En plus, elle est en couleur, en or massif. Ouais, moi, je peux te parler de ça pendant des mois. Je dis, bon, elle est magnifique, celle-là, je ne l'ai toujours pas, mais j'espère un jour l'avoir au format compétition, bien sûr, hein, pas au format RKC. Et puis après, là, il y a le rack qui arrive, il y a les poids qui vont arriver aussi, et peut-être même les haltères modulables. Mais ça, je dois doser un petit peu. Parce que moi, j'en ai une paire, et c'est vrai que c'est hyper pratique, quoi. Ouais, c'est pratique de dingue, parce qu'en fait, là, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais c'est quoi ? Ça prend de la place, hein. Ouais, c'est ça. Et puis, ça fait quoi ? La pièce est à 7 mètres carrés maximum, je crois. Donc, on a dosé, quoi. Voilà. Mais donc, et malgré la proximité, est-ce que tu arrives à t'entraîner ? Est-ce que tu as envie de t'entraîner tous les jours ? Ah ben on en vient, tu sais, moi il y a une phrase, on a inversé les rôles, c'est pas mal quoi. Mais c'est que ça m'intéresse d'avoir le point de vue de... En fait, tu sais, moi je suis quelqu'un de borné en fait. Le problème c'est que quand j'ai une idée en tête, je pars du principe, c'est une manière de fonctionner chez moi, c'est vraiment un mode de vie. Si elle me reste en tête plus de 3 jours, c'est pas une simple idée, c'est une visualisation. C'est donc quelque chose qui doit rentrer en ligne de compte. Et je suis borné pour l'entraînement. J'adore ça parce que j'apprends tout le temps. Je discute constamment avec des autres athlètes qui ont atteint un niveau que je n'ai pas encore atteint, que j'aimerais atteindre, même voire dépasser, parce que moi, mon objectif, c'est quand même avoir minimum 5 titres mondiaux, des records du monde, etc. dans ma discipline. Moi, je veux vraiment finir ma vie et me dire, ok, Nicolas était un précurseur, c'était un athlète hors norme, il a contribué à l'évolution d'un sport qui était méconnu, et la Belgique s'est développée, parce que moi, mon rêve final, ce serait que le kettlebell sport, en fait, ça soit du même statut que le football, que ça soit au moins médiatisé, que organiser un championnat du monde en Belgique, je peux pas en dire trop, mais je bosse jour et nuit pour que ça arrive un jour et qu'enfin on puisse voir ce que c'est comme discipline. Et donc, quand il y a des situations comme ça, au début, tu es motivé, mais après, tu dois avoir de la discipline. Donc, j'en viens justement à ce facteur de se dire, c'est pas toujours compliqué ou quoi que ce soit. Il faut toujours, en fait, avoir un objectif et scinder les objectifs. Et il y a un moment, il n'y a rien à faire. Motivé, tu peux l'être un jour. Le lendemain, tu es au bout du rouleau, tu dois être discipliné. Et je pense que c'est comme ça dans tout. C'est-à-dire la personne demain qui veut sortir du chômage et qui dit « Ok, je suis motivé à trouver du travail, j'envoie les emails. » Oui, tu es motivé sur le moment même, mais si tu veux vraiment ton travail, il y a un moment, même quand tu n'as pas envie, il va falloir sortir de chez toi et commencer à prospecter pour décrocher un travail. Et c'est la même chose en fait. Et moi, je sais pourquoi je le fais. Je le fais notamment pour ma santé, je le fais pour mes objectifs personnels. Et quand tu as ça et que c'est ancré, c'est bon. Donc, il faut juste se dire, trouver le pourquoi.
Pourquoi est-ce que je le fais? Parce qu'on m'a dit que c'était gros, c'est subjectif, on s'en fout de la vie de quelqu'un. Mais si vraiment tu te dis, je ne me sens pas bien à l'heure actuelle, la seule solution, c'est vraiment me bouger, eh ben oui, alors tu as trouvé ton pourquoi. Mais c'est pour ça, je trouve ça intéressant que tu aies pu faire le parallèle entre motivation et discipline. C'est que les gens, la plupart des gens qui ne s'entraînent pas chez eux, avec qui je discute, c'est parce qu'ils ne sont pas motivés, ils préfèrent être dans le canapé à regarder Netflix. Et moi, c'est pareil. Hein. Moi, il y a des jours où je préfère être devant mon ordi à jouer à la console. Et donc, mais le concept de discipline est vraiment important. C'est le pourquoi tu l'as. Et après, effectivement, parfois, tu dois être devant le fait établi. C'est OK, tu n'as pas le choix. Tu dois t'entraîner. Enfin, tu dois faire quelque chose de ta vie. Ou alors, la notion de discipline est vraiment importante. C'est les gens se disent OK, mais au bout de 2 semaines, j'ai toujours pas envie de. En fait, la discipline, ça prend du temps. Ouais, exact. Il y a une étude qui a été faite, c'est sur la manière de changer une habitude de vie. Donc, par exemple, c'est juste intégrer un truc en plus dans ta vie. Les gens disent toujours, il faut 66 jours, je crois que c'était. Et en fait, c'est faux. Ils ont fait une étude vraiment beaucoup plus précise et ils ont demandé à des gens, vas-y, on va ajouter une nouvelle habitude dans ta vie. Tu nous dis au bout de combien de temps ça devient automatique. Et parce que moi, je dis automatique, c'est que maintenant, le sport, même si j'ai pas envie d'aller m'entraîner, eh ben en fait, ça me prend pas de problème je prends mon sac, je vais dans la voiture, je vais me mettre dehors, je fais un truc, et maintenant c'est presque mécanique, c'est une vraie habitude de vie. Et donc cette notion d'automatisme, en fait, ça n'intervient qu'au bout ils ont fait un truc, ça oscille entre 15 et 254 jours dans cette étude en particulier. Et donc c'est pour ça, les gens qui se disent, au bout de 3 semaines, je vais m'entraîner 3 fois par semaine, mais j'ai toujours pas envie, je vais arrêter. Ça peut être très long. C'est pour ça, cette notion de discipline, moi ça fait 9 ans, et il y a toujours des moments où, y a des fois j'ai pas envie, mais j'y vais quand même, parce que maintenant c'est... Voilà. Ah oui, mais voilà, mais en fait, c'est clairement changer les habitudes, et je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Alors quand je dis développement personnel, je suis pas dans l'optique de dire... vous allez gagner des millions si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça. Mais je suis plus dans l'optique de me dire, écoutez, moi j'ai mis en place des clés, peut-être que ça marchera chez vous, peut-être que ça marchera pas chez vous, mais au moins écoutez la vie de quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je reprends toujours cet exemple de 2019 qui a été une période assez difficile, mais qui a été comblée de succès finalement en fin d'année. C'est que ça se passait pas toujours très bien dans ma vie privée pour plein de raisons différentes. Et la seule chose sur laquelle je me suis concentré et que j'ai jamais perdu l'objectif de vue, c'était mon championnat d'Europe. Je me suis dit, mon premier championnat d'Europe, je vais l'exploser. Je vais tout péter, j'ai pas d'autre choix, je mets toute mon énergie là-dedans. Le seul truc, c'est qu'à ce moment-là, mon horaire était très, très, très compliqué. J'enchaînais des fois des travaux, des déplacements... Enfin bref, une catastrophe. Donc le seul moyen que j'avais de m'entraîner, c'était à 6h45 du matin. Mais 6h45 du matin, à s'entraîner pour un marathon, si on ne sait pas ce que c'est un marathon, bah, soulever des kettlebells pendant 60 minutes, donc des intervalles hyper longs, des AMRAP à n'en plus finir, avec des pull-ups, des répétitions et des répétitions de mouvements. J'ai répété le même AMRAP tous les samedis de 6h45 à 9h pendant 12 semaines. Je veux dire, il faut être barré pour faire ça. Mais parce que j'avais mon objectif derrière. Faut pas croire que c'était de la motivation à ce niveau-là. C'est juste parce que je m'étais dit, ok, c'est le seul moment où je vais pouvoir me sentir bien. Et il y a plein de facteurs qui m'ont aidé dans le développement personnel, notamment le fameux livre Miracle Morning, qui apprend, alors ça paraît complètement fou, hein, mais de se lever plus tôt le matin, ça permet quoi? Donc à 6h ou même 5h du matin. Tu es dans une tranquillité d'esprit et de paix, parce qu'il n'y a aucun bruit aux alentours, sauf s'il y a un connard qui fait un chantier à 5h du matin, mais bon, voilà. Donc ça te permet de mieux réfléchir, et surtout, ça te fait gagner 2 heures sur ta journée. Alors, j'ai pas d'enfant pour le moment, j'espère que j'en aurai, bien sûr, mais c'est un travail d'équipe. Mais quand on me dit « je n'ai pas le temps », non, c'est pas nécessairement que tu n'as pas le temps, peut-être que tu n'as pas le temps, mais il y a d'office des solutions à apporter. Ça, j'en suis intimement convaincu. Alors, je sais que pour les parents, c'est difficile d'entendre ça, parce que c'est pas toujours évident, mais il y a des possibilités. Et quand je dis se lever à 5h du matin, c'est pas se lever à 5h du matin et s'endormir la veille à 1h du matin. C'est évidemment respecter un cycle de sommeil dont on a besoin, qui est très personnel. Mais il y a des solutions, et le fait de bouger, par exemple, pour le sport, ben, je pense que tu es bien placé pour le savoir. Et pour moi, il vaut mieux bouger un petit peu que pas du tout. Mais clairement, ouais. Voilà, donc même si tu me fais sur 5 minutes un challenge de max burpees le matin, fais-le. Mais c'est pour ça, je trouve qu'en ce moment, on est dans une époque de culpabilisation. C'est-à-dire que là, on explique aux gens, si vous ne faites pas de sport, c'est pas bien. Or moi, quand je discute avec quelqu'un et qui me dit « Ouais, je suis allé marcher une demi-heure ou j'ai fait du vélo pendant 1 heure »,
Bah, c'est exactement ça. Je vais pas lui dire, tu devrais pas faire ça, tu devrais plutôt venir faire de la muscu ou machin. Non, je dis, c'est vraiment cool. Franchement, il faut lui trouver juste une manière d'aller encore un peu plus loin, c'est tout. Eh ben, je vais rebondir sur un truc que tu m'as dit au tout début du podcast. C'est notamment le fait qu'il y avait un médecin qui t'avait fait culpabiliser, peut-être, et du coup, ça t'a bloqué quelque part. Enfin, bloqué, c'est un grand mot, mais se dire, ben, c'est pour ça que je ne vais plus voir de médecin. Et en fait, on est dans une phase aujourd'hui où la médication est le maître mot, j'ai l'impression, quoique ça bouge quand même sur une vague positive, mais est le maître mot pour soigner. Mais ça ne soigne pas. Ça comble un manque, mais pour moi, c'est pas nécessairement un traitement. Ça va peut-être soigner le mal, mais la racine de la douleur n'est pas toujours là. Et je veux en fait rebondir là-dessus. C'est se dire que dans une phase où il y a énormément de dépression, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de colère, notamment via cette crise sanitaire, la dernière chose dont la personne a besoin, c'est de dire « Ouais, mais ce que tu fais, c'est de la merde !» Il faut au contraire motiver, je pense, les personnes et amener un message positif. Et on le retrouve dans le monde de l'ostéopathie, dans la kinésithérapie, dans le monde de la... Mais c'est pour ça, la médecine traditionnelle occidentale, c'est vraiment dans l'idée de traiter les problèmes. Et si tu vas par exemple en Asie, eux, ils sont plutôt dans l'idée de traiter la racine. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir un peu plus loin. Donc, moi, je discute... Donc Yves Pat, c'est lui qui avait amené ça sur le sujet. Enfin, qui m'avait amené sur le sujet, c'est que l'idée, c'est pas de rajouter des trucs dans ta vie, c'est d'enlever tout ce qui va pas. Ouais. Et c'est en sens où, par exemple, si tu commences à fumer tous les jours ou à faire plutôt que de commencer à rajouter des compléments alimentaires, à rajouter des médicaments. Je parle de compléments alimentaires parce que c'est une des dérives les plus connues en CrossFit. Hein, on en prend. Plutôt que de prendre des compléments, commence à regarder ce que tu mets dans ton assiette. Plutôt que de commencer à prendre de la mélatonine, commence à regarder comment est-ce que tu fais ta petite procédure avant d'aller au lit. Est-ce que tu regardes pas trop la télé? T'enlèves tous les trucs négatifs de ta vie plutôt que de commencer à bourrer de positifs. C'est beaucoup plus simple et ça coûte moins cher. Donc c'est tout bête. C'est 200 € de compléments alimentaires, ça peut pas compenser une alimentation pourrie. C'est con, mais ça peut pas. Donc il vaut mieux enlever ce qui va pas. Et c'est pour ça que le livre de Bruce Lee, la méthode de combat, là, c'est le truc ça a drivé toute ma vie. Il a une citation très connue, c'est tu absorbes tout ce qui t'est utile, tu rejettes tout ce qui t'est inutile, et tu vas intégrer ce qui t'est propre. Et en fait, ça, je me rends compte que c'est ce qui a drivé toute ma carrière de coach ou de sportif. C'est-à-dire, quand il y a un truc qui se passe bien dans une programmation, je le prends. Et quand il y a un truc qui se passe mal, je le vire. Et après, si j'ai des idées, je les ajoute. Et c'est vraiment ça. Vraiment, il faut habituer les gens à arrêter les bêtises, parce que tu parles de médicaments, mais en fait, les gens ont une telle possibilité de reprendre en main leur propre santé sans surcoût. C'est incroyable la force qu'ils ont, mais on leur a jamais appris. Ouais, et donc, c'est donc pour ça, dès qu'ils font un truc bien, il faut vraiment mettre le doigt dessus et leur dire « Ok, ça c'est vraiment excellent ce que tu as fait, va encore plus loin en essayant ça maintenant, plutôt que de dire « Arrête de faire ça ». Le message positif, et c'est pour ça qu'en CrossFit c'est bien, j'ai fait le level 2 et ils aiment bien parler de cet aspect psychologique dans le level 2, et c'est le renforcement positif, et c'est vraiment une arme ultime, quoi. C'est vraiment ultime comme truc. C'est incroyable, c'est-à-dire que j'ai vu des personnes en pleine compétition sur les plateformes en kettlebell lifting que j'encadrais, qui à un moment me sortent, tu sais, en fait il y a en semi-marathon, donc sur les 30 minutes, souvent tu te prends un mur dans les alentours de 17 à 20 minutes. Tu te prends un mur, mais sachant que tu ne peux pas poser la kettlebell au sol pendant tout le temps jusqu'à la dernière seconde. D'ailleurs, il y a eu une anecdote au championnat d'Europe avec un Français, Franck Chef, qui pensait avoir entendu le bip 3 secondes avant la fin. Il pose la kettle disqualifié avec les mains arrachées. Enfin bref, une autre histoire. Mais c'était... souvent, j'ai entendu des personnes qui me disent « Nico, je peux plus. Coach, je peux plus, je peux plus, je peux plus. » Et tu sens qu'ils sont sur le point de prendre la kettlebell et reposer. Et à ce moment-là, c'est là l'impact positif d'un coach, c'est dire tu vas le faire. Même pas tu vas le faire, c'est que je sais déjà que tu es en train de le faire. Tu l'avais anticipé. C'est beau ça. Et c'est pour ça que j'aime bien discuter à chaque fois en fait avec mes athlètes avant. Je dis vous connaissez l'esprit du semi-marathon ou du marathon. On va commencer par le semi-marathon, forcément c'est une phase classique. Le semi-marathon, c'est quoi? C'est que vous savez. Je vous ai prévenu qu'entre la 17e et la 20e minute, vous allez vous prendre un mur. Il y a de fortes chances, il y a 90% de chances que vous allez vous prendre un mur. Maintenant que vous savez ça,
Vous savez que je serai là à ce moment-là pour vous apporter tout le soutien. Et quand vous visualisez ça et que vous avez déjà anticipé plusieurs choses, peut-être que ce sera un petit peu avant, peut-être un petit peu après, visualisez surtout la fin que vous êtes déjà en train de réussir et que vous êtes déjà en train de monter sur un podium. Si vous ne montez pas, je m'en fous, mais vous aurez fait ce que je vous ai demandé. Et en fait, c'est là en fait que j'ai compris le facteur motivationnel du coaching. Tu peux faire la meilleure programmation du monde, je t'assure, hein, tu peux faire la meilleure programmation du monde, la méthode cluster, tu joues sur l'isotrophie, tu peux faire ce que tu veux, c'est toi. S'il n'y a pas de facteur motivationnel et que tu as ton athlète qui est dégoûté quand il entame sa programmation, tu l'as perdu. Mais moi, j'ai une phrase très simple, c'est je suis très fier de ce que je propose comme programmation, mais la meilleure programmation de tous les temps, c'est celle que tu as envie de suivre. Exact. Et donc, s'il y a quelqu'un qui veut partir de la mienne parce qu'il a trouvé mieux ailleurs et parce qu'il va s'entraîner avec ses potes, je dis mais vas-y, quoi. C'est pas, je m'en fiche de te prendre des sous, c'est pas grave. Donc pour ça, c'est l'aspect, comme tu le dis, motivationnel, c'est primordial. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que justement, il faut continuer. Ça me fait penser justement qu'un de mes athlètes m'a dit, Nico, on est en train de bouffer le d'isométrie là pour le moment parce que forcément, c'est pas toujours évident d'avoir tous les outils nécessaires, hein, surtout que c'est un étudiant, tous les outils nécessaires chez soi pour bien s'entraîner. Il me dit, ça me saoule, ça me gave. Je dis, ok, pas de problème, on va adapter. Qu'est-ce qui est à disposition chez toi? Est-ce que tu as 2 chaises? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit disque ou quoi que ce soit en plus pour entamer du bel squat ou autre chose? Amener une variante où, allez, crûment dit, il se fait pas chier quand il fait sa progra, quoi, parce que sinon, je sais que moi, je perds quelqu'un. Mais en plus de perdre quelqu'un, c'est pas ça, mais je vais le perdre dans une phase où non seulement je peux le récupérer, et où je risque moi-même de culpabiliser parce que mon image de coaching va être mise de côté. Si demain je lui dis non, tu es obligé de faire ça, tu vas voir, ça va aller mieux, tu ne l'aides pas en fait. Tu es juste en train de t'aider toi et te délaisser du travail, te délester d'un travail que tu es censé faire, quoi. Mais c'est pour ça, c'est vraiment une période difficile. C'est en ce moment, tu as beaucoup d'athlètes de haut niveau qui, n'ayant pas accès à un autre groupe d'entraînement, ils ont des difficultés à s'entraîner, à se relancer. Et j'ai par exemple en tête l'exemple de Charles Glorieux, donc en fait avec qui donc à CrossFit Link. Très bon donc athlète, hein. assez simple, pour moi c'est le meilleur athlète belge. En CrossFit. Ouais, sans aucun problème. Il est fort, il est endurant, il est bluffant. En plus, il a une segmentation qui est... Allez, il est grand quand même, non? Il doit faire 1m86, quelque chose. Il est impressionnant. C'est vraiment l'athlète 2.0 du CrossFit belge, je crois. Ouais, clairement. Okay. Et là, en ce moment, la période est difficile, hein, donc c'est pas de soleil, on peut pas s'entraîner en salle. Et puis en plus, il est dans l'enseignement, lui, je pense. Donc c'est pas et maintenant, il a un travail. Et par contre, il a essayé de reprendre des petites habitudes. Il a essayé de réintégrer des trucs comme changer son alimentation, boire des jus de fruits et surtout faire de la respiration. Ouais. Et ça, je suis convaincu que c'est le meilleur plan qu'il ait pu avoir à faire parce que là, ça relance tout. Je suis sûr que ça va marcher. Et à titre d'exemple, si on prend Matt Fraser, en fait, quand il a commencé à gagner les Games, c'est quand il a changé son alimentation. Donc en fait, c'est pour ça, l'entraînement, c'est peut-être important, mais le plus important, c'est ce que tu fais hors de l'entraînement. Donc c'est les 22 autres heures sont les plus importantes, le sommeil, l'alimentation. Et quand tu commences à avoir la main là-dessus, c'est bon, tout se relance. Tu vas devenir inarrêtable. En plus, mais c'est pour ça, il me fait peur maintenant. Ah ouais. Franchement, il me fait peur. Mais il a quel âge, lui, en plus? Je crois que c'est 26, 27. Ah oui, il est très jeune aussi, quoi. Ah non, mais c'est effrayant. Ouais. Vraiment, je lui souhaite qu'il puisse continuer à s'entraîner comme ça et à garder ses habitudes parce que c'est ça. Donc, que ce soit lui ou pour un autre, c'est pas parce qu'on est un très très bon athlète que les habitudes sont faciles à apprendre. Ça peut lui prendre longtemps. Et j'espère vraiment que ça va devenir mécanique pour lui. J'espère pour lui aussi. CrossFit Link, c'est ça, hein? CrossFit Link, ouais. Mon coach est CrossFit Link aussi. Mais écoute, voilà, je pense que j'ai tout dit. Sauf que tu as changé les rôles, donc je ne sais pas si tu as une dernière question ou quelque chose. Bon, on va arrêter là. Non, c'est bon pour moi. Ouais. Écoute, en tout cas, c'était vraiment avec grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. J'ai appris plein de trucs. Franchement, c'est voilà, si le podcast n'est pas intéressant, si on a appris un truc, c'est bon. De toute façon, oui, au moins ils perdent pas leur temps. Mais là, je pense qu'il y a eu de quoi apprendre pas mal de choses, notamment sur le monde du CrossFit et sur Scope aussi. Donc, on fera la petite promo pour Scope, évidemment. Merci beaucoup, Matt. Et puis, très bientôt. J'espère, ouais. Yes, ça roule. Super.